L'homme est né libre, pourtant il est dans les fers. Citation du grand Jean-Jacques Rousseau qui équivaut à dire que la liberté est une valeur relative, mais dans la société, l'homme est enchaîné aux lois qui la régissent. Peut-on être propriétaire de son corps? Question classique qui a depuis longtemps intrigué nos législateurs. Entre religion et évolution des mœurs de la société, les avis fusent de partout. L'homme peut-il disposer librement de son corps? Nos réponses, nous les aurons ce soir avec nos deux équipes. Veuillez applaudir les représentants du pour les deuxièmes années SVT qui s'opposeront au deuxième ECO 2. Et que serait notre débat sans nos fidèles membres du jury qui se composent de M. Ouhdou, Mme l'Iraqi, Mme Simari et M. Talal. Et pour bien vous rappeler les règles de ce débat, les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, donc les 20 minutes. Pour l'audience est tenue de respecter les débatteurs en maintenant le silence dans la salle, en applaudissant de manière courtoise qu'à la fin de chaque intervention et interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury ou d'utiliser les téléphones portables. Je demande à Monsieur le directeur de venir choisir. Donc l'équipe qui commence est la deuxième année SVT. Monsieur le directeur, honorable jury, chers camarades, bonsoir. C'est plus qu'un honneur pour mes camarades et moi de débattre une seconde fois parmi vous cette année à propos d'un sujet aussi crucial que celui qui le précédait. Un sujet de nature juridique, philosophique et surtout humaine. L'homme a-t-il le droit de disposer librement de son corps? Un tel sujet pose la question du corps et de son rapport avec notre propre identité. Dit autrement, le corps est-il sacré ou n'est-il que l'enveloppe corporelle de mon esprit? Dans ce cas, en quoi la libre disposition de ce corps poserait-elle problème, étant entendu que chaque corps est unique et a priori inaliable? Il est vrai que notre corps nous accompagne toujours et partout, comme nous le rappelle Michel Foucault, même lorsque ce corps est traumatisé ou à l'état végétatif. Mieux, notre personne se construit autour de notre corps. Chacun peut apprendre plusieurs choses sur lui-même grâce à lui. Malgré le fait qu'il peut nous trahir, notre corps a plusieurs messages importants à véhiculer à propos de notre attitude, de nos vêtements, de notre sourire, etc. S'il est vrai que, selon la définition de la liberté, comme nous l'avons souvent entendu, stipule qu'elle s'arrête là où commence celle d'autrui, argument que nos camarades du contre avanceront indubitablement. Nous nous demandons à juste titre, en quoi le fait de disposer librement de mon corps toucherait-il à la liberté d'autrui? N'est-ce pas là la preuve la plus indiscutable que l'intention est de dénuer l'homme de sa liberté la plus légitime? Actuellement, chère audience, on constate avec amertume l'étau que l'on serre de plus en plus autour de nos cous pour nous asservir et par la même occasion nous manipuler. Partout dans le monde, on crie au scandale à cause de toutes ces technologies mises au service des gouvernements pour épier les peuples. Ces derniers ne disposant plus d'un instant d'intimité. On vit dans la panique, on nous prive de toute liberté, et voilà qu'on arrive au comble de la répression, en nous ôtant la liberté de disposer de notre corps. Il est évident que nos camarades du contre évoqueront des arguments d'ordre religieux, moral et autres, mais il nous suffit de rappeler que moult droits, qui étaient de loin beaucoup plus difficiles à admettre, que nous évoquerons tout à l'heure, sont devenus d'aujourd'hui acquis, grâce à la persistance et à la lutte. Car le droit, mes chers camarades, ne s'offre pas, il s'arrache. Merci.
Mesdames et messieurs, honorables jurys, très chers opposants, bonsoir. Au cours de l'évolution humaine, la plus spontanée des réactions aux événements de l'histoire, ça a toujours été le débat. Et il est à consigner que tout débat cache derrière lui un contexte qu'il justifie. Mesdames et messieurs, notre débat de ce soir n'est pas sans contexte. Nous vivons désormais dans un monde où le corps humain est avili et diminué de manière si fréquente et à des fins tellement multiples que si cela nous affectait encore, nous aurions passé tout notre temps à nous étonner. Nous étonner de ce père qui annonce à ses enfants qu'il prévoit prochainement de changer de genre, nous étonner de ces affiches publicitaires où le corps des femmes est aussi impudiquement exhibé, nous étonner de ce nombre croissant d'hommes et de femmes qui décident de vendre leurs organes, et parfois même, j'en ai bien peur, la totalité de leur corps. Après cela, on se pose encore la question, qu'est-ce qui a fait que nous en sommes ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que nous ayons permis une telle aberration? Pouvoir rester homme pendant que le temps passe, pendant que le changement menace nos identités et met notre humanité en péril, c'est un défi. C'est le défi de la modernité dont avait parlé Tariq Ramadan. Progresser en restant soi, progresser sans revenir à l'état de nature, mais sans devenir le monstre. Nous assistons à la dislocation de nos valeurs morales et constatons avec amertume que notre malheur s'est fait au nom de la liberté, au nom de la défense des droits de l'homme. Et après nous être battus longtemps pour cette liberté, à voir ses nuisances sur notre société et l'atteinte qu'elle porte à notre humanité, nous nous rendons finalement compte que la liberté pour laquelle nous nous sommes battus était en vérité une liberté perverse, une liberté bestiale et dénaturée. Mes camarades et moi, nous sommes assignés pour devoir aujourd'hui de vous prouver que la liberté de disposer librement, c'est-à-dire sans la moindre contrainte de son corps, en plus de bafouer les principes religieux les plus inaliénables, se contredit délibérément avec la notion de corps social et représente une menace pour une offense aux valeurs morales objectives universelles. Si la liberté est une noble cause pour laquelle des hommes et des femmes ont donné leur vie pendant des siècles, pourvoir aux hommes la liberté de disposer librement de leur corps desservirait leur intérêt et serait à l'origine de leur égarement là où les repères ne seront plus. Merci. Permettez-moi, chers camarades, de vous donner une brève définition des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, inaliénables. Quelle que soit leur religion, coutume, niveau ou statut social. Et depuis très longtemps, l'homme n'a cessé de combattre pour acquérir ses droits les plus simples, ceux de la liberté, le droit d'expression, le droit à la vie et le droit à la propriété, dans la propriété du corps. Plusieurs organisations, comme l'Organisation internationale et nationale des droits de l'homme et autres associations, ont été mises en place pour instaurer les droits les plus précieux, le droit le plus légitime et le droit de disposer librement de son corps. Jusqu'en 1960, la femme en Amérique n'avait pas le droit, je dis bien pas le droit, d'utiliser aucun moyen de contraception. Et cela était une décision du gouvernement. Côté statistique, un faible pourcentage en 1960, contre 63% des femmes qui utilisent ces moyens aujourd'hui. Ce qui prouve vraiment que la femme avait besoin de se libérer et décider pour son corps. En France aussi, la libération du corps de l'homme est devenue un mouvement. Maintenant, l'être humain jouit de toute la liberté dont il est fier. Bien avant, l'homme n'était qu'un esclave. Il ressemblait à une marchandise qu'on vend et qu'on achète, et il n'avait pas le droit de contrôler son corps. Mais tout cela a disparu, et vous voilà devant nous avec votre position à essayer de nous convaincre d'oublier tout ce que nos antécédents ont fait pour nous et revenir à l'esclavage. C'est une régression. Vous plaidez pour un retour à l'ère de l'obscurantisme. Merci. Bonsoir. Vous qui parlez des droits de l'homme, je tiens à vous rappeler que les articles 22 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme impliquent deux préceptes, le droit de la vie et le droit au respect. Bien sûr, le respect du corps, et en accordant à l'homme cette liberté, on violera
tout simplement la deuxième composante du principe. Et voilà. Passons à la décortication de notre sujet. Il existe deux types de corps, un corps physique et un corps social. En donnant le droit à l'homme de disposer librement de son corps, nous éliminerons avec cela la société. En éliminant la société, nous allons condamner la signification du mot homme et en parallèle, nous allons tuer le corps social. Nous allons devoir vivre sans principe. Ils ne seront malheureusement sur le même pied d'égalité que les animaux. Le philosophe Thomas Hobbes a dit « L'homme ne devient lui-même qu'au sein d'un cadre sociétal rationalisé ». Et puisque nous vivons dans une société, nos décisions comme nos choix sont relatives à notre entourage, un entourage qui a des coutumes, des traditions et des règles à respecter pour qu'on puisse se respecter les uns les autres. Parlons de la liberté. Montesquieu a nommé la liberté comme étant le droit de faire ce que les lois permettent. Oui, mesdames et messieurs, comme Albert Jacquard le dit avec ses propres mots, être libre n'est pas avoir la capacité de faire n'importe quoi. En enlevant les lois et les règles, nous serons dans une guerre que Thomas Hobbes appelle la guerre de tout le monde contre tout le monde. Alors, mes chers camarades, en appliquant le droit de disposer librement de son corps, nous perdrons toutes les valeurs humaines qui nous distinguent des autres créatures. Merci. Puisque vous avez parlé de société, je vous répondrai, ce corps est à moi, chers camarades. Mais il n'est pas seulement un objet qui m'appartient, il est moi-même. Ce corps nous représente en tant que personne et qu'identité, que pensée, qu'impulsion et que désir. Il raconte la vie quotidienne de chaque individu et son vécu. Si une personne arrive au stade de se faire du mal volontairement, c'est qu'elle est en état rationnel et qu'elle ressent une souffrance immense qui a influencé sa manière de voir les choses et qui a changé sa philosophie de la vie. C'est ce qui pousse cette personne à prendre une décision qui est la mutilation, par exemple, ou au pire des cas, le suicide. En plus, le bien et le mal ne sont pas universels. Ce qui peut apparaître mal pour vous est peut-être bien pour d'autres. Si vous pensez que la mutilation, par exemple, est se faire du mal gratuitement, d'autres personnes la conçoivent autrement. La douleur n'est pas recherchée pour elle-même et cette personne n'est pas masochiste. La douleur recherchée est un moyen de se libérer de cette douleur qui est plutôt psychique. Ou encore, pour se permettre de retrouver ses limites, un peu comme une gifle que l'on s'inflige pour retrouver ses esprits. Et si l'on veut bien comprendre la chose, il faut se dire qu'à une toute petite échelle, le fait de se ronger les ongles relève de la même problématique. Mais au fond, la douleur reste plus intérieure qu'extérieure. Donc, si c'est pour se procurer du bien, si c'est pour se sentir mieux, pourquoi cette personne n'aurait-elle pas le droit de disposer librement de son corps? Merci. Vous qualifiez le corps de choses et c'est justement l'argument que je vais vous présenter aujourd'hui. La question que se posent les juristes s'énonce ainsi. Déterminer si la personne a un droit réel sur son corps, ce qui implique de définir quel est le rapport qu'elle entretient à son corps. Donc, en définitive, définir ce qu'est un corps, ou plus exactement, lui donner un statut. Parce que pour reconnaître un droit sur quelque chose, il faut qu'il y ait extériorité. Il faut qu'il y ait un sujet et un objet. Un sujet ne peut être objet en même temps, et inversement. Donc, pour que la personne ait un droit sur son corps, il faut reconnaître au corps le statut d'objet. Si tel était le cas, le corps serait une chose comme une autre. Nous pourrions le vendre, par exemple. Nous pourrions acheter des organes en cas de dysfonctionnement des nôtres. Nous pourrions faire commerce de notre sang, de notre moelle, de nos cellules souches, de nos ovocytes ou même de l'un de nos reins. Les femmes, quant à elles, pourraient louer leur ventre pour une gestation pour autrui. La mort aussi pourrait être achetée. Or, au Maroc, en France et dans bon nombre d'autres pays, tout ceci est interdit, notamment par les lois numéro 1698 relatives aux dons, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains, et numéro 394 relative aux dons, au prélèvement et l'utilisation du sang humain selon les lois du Maroc. Et selon le Code civil français, je cite, « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Code civil, chapitre 2, article 16. À côté des lois, nous trouvons aussi les règles de bioéthique qui régissent la société, bien évidemment. Toute l'histoire humaine se présente comme une abnégation en vue d'anoblir l'homme. N'est-ce pas le comble de l'aberration que de commencer à considérer nos éthiques comme étant un amas inutile de superfluité? Il ne faut pas considérer les principes juridiques, les principes moraux et religieux comme étant des chaînes qui serrent l'homme dans sa liberté. Ces principes ont été institués car nous nous sommes trouvés face à la nécessité de préserver notre dignité en tant qu'hommes et femmes vivant dans une même société. Merci. Mes chers camarades, nous n'avons pas défini le corps en tant qu'un objet. Veuillez payer plus attention, s'il vous plaît. Donc, vous avez parlé de religion à la fin de votre argument, nous allons en parler aussi. Mes chers camarades, si vous avez choisi l'islam comme religion, par exemple, cela implique que suivre ces amendements est aussi votre choix personnel. Autrement dit, en suivant ce que l'islam vous dicte, vous êtes en train de disposer librement de votre corps et de vos principes. Alors, dites-moi maintenant, si une personne d'une certaine autorité vous demande de vous tatouer les bras, que serait votre réaction? Que sentirez-vous? C'est exactement dans la même situation où vous mettez des gens qui n'ont rien à voir avec votre religion en leur imposant vos choix personnels. Vous allez peut-être m'avancer que la majorité des citoyens marocains sont de doctrine musulmane. Donc, en touchant à leur corps, ces derniers sont en train d'enfreindre les lois de leur propre religion. Dans ce cas, mes chers camarades, laissez-moi vous répondre par un proverbe marocain. Kulchat katalq mkraha. Certes, chère audience, personne ne va être puni à ma place. Et si je choisis de faire quoi que ce soit de mon corps, personne n'a le droit de m'arrêter ou de me dicter ce que je dois en faire. Car si ce corps m'a été confié, c'est que je suis la seule responsable d'en disposer librement. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc tout d'abord, très chers opposants, on n'a pas parlé de la liberté encadrée par l'islam, mais on a parlé de la liberté en tant que terme universel. Donc ça, c'est d'un côté. Et je désire également clarifier quelques points. La position que vous défendez implique que l'homme a un devoir vis-à-vis de la disposition libre de son corps. Mais vous semblez oublier qu'il n'est pas en notre pouvoir de déterminer ce devoir, parce qu'on ne peut pas être libre de disposer de nos corps. Et là, vous êtes en train de commettre une erreur. Enfin, nous la commettons toutes et tous parce qu'on a tendance à surestimer l'homme, à surestimer l'être humain avec toutes ses failles et tous ses défauts, et toutes les erreurs qu'il a commises tout au long de son existence. Et là, je ne suis pas en train de sous-estimer l'homme, mais je voulais juste vous rappeler que nous, êtres humains, sommes bien loin de la perfection. Ça, c'est d'un côté. Et Einstein avait d'ailleurs dit, il n'existe que deux choses infinies, l'univers et l'erreur humaine. Et donc, en accordant à l'homme cette liberté, on ouvre grand devant lui les portes qui vont le guider droit vers la perpétration d'erreurs fatales et monumentales, qui vont nuire à sa santé, qui vont détruire son corps. Pire que cela, la continuité de notre race, de la race humaine, sera mise en danger. Et lorsqu'on parle de l'homme, de l'être humain, de l'homo sapiens, eh bien, selon les toutes dernières statistiques, il y a approximativement 7,2 milliards d'habitants sur Terre, dont la majorité n'ont ni la liberté, ni la volonté, ni la conviction de disposer librement de leur corps. Et maintenant, j'aurai besoin de votre attention, chère audience, parce qu'on va faire un peu de mathématiques. Et je vais me servir de ce que l'on appelle l'argumentum ad populum, c'est-à-dire l'argument de la majorité afin d'appuyer mes propos. Donc, décortiquons tout d'abord ce nombre, 7,2 milliards d'habitants. Donc, parmi ces habitants, il y a 23% de musulmans, 31% de chrétiens, 0,2% de juifs, 15% de bouddhistes et 7% d'hindous. Sachant que toutes ces religions sacralisent le corps et donc n'accordent pas à leurs adhérents cette liberté. Si on effectue la somme de ces taux et on y ajoute ceux d'autres mouvements religieux, on va obtenir un taux de 86%. Donc 86% de la population mondiale n'a ni la liberté ni la volonté de disposer librement de son corps. Et on va quand même pas remettre en question les décisions et les convictions de 6,2 milliards de personnes. Et pour le reste, c'est
c'est-à-dire c'est 14%, eh bien eux aussi n'ont pas cette liberté parce qu'ils sont obligés, ils doivent respecter les autres, ils doivent respecter leur société et ils doivent surtout respecter ces 86% qui sont contre ce mode de vie anarchique. Merci. Vous avez cité le cas de la liberté de la femme et son ventre. Parlons-en. Chers camarades, permettez-moi de vous montrer que dans certains cas qui peuvent être extrêmes, la femme, comme étant un homme avec un grand H, peut faire de son corps ce qu'elle veut. Prenons l'exemple de l'avortement, qui a suscité un grand débat sur le fait qu'il puisse nuire à la valeur de l'homme. Mais laissez-moi vous éclaircir sur des points importants. Une femme peut avorter jusqu'à 2 mois de grossesse. À ce stade, l'embryon n'est qu'un petit être de 10 cm et de 45 grammes, qui devient peu à peu un fœtus. Ses muscles commencent à se répandre jusqu'à son cerveau, mais ce ne sont que des mouvements réflexes incontrôlés. Son visage devient petit à petit mobile, mais il ne possède pas encore de cou. Et ses jambes, encore très petites par rapport au reste de son corps. Possédant ces connaissances rudimentaires, l'embryon de 2 mois ne pourrait pas forcément être défini comme un être humain. Une femme doit posséder le droit de ne pas vouloir d'un enfant même lorsqu'elle est enceinte. Comme je l'expliquais précédemment, l'embryon de 2 mois n'est pas réellement un être humain et peut être considéré comme une partie du corps de la femme. À ce titre, il est justifiable qu'elle en dispose comme elle le souhaite, particulièrement lorsque cela présente un danger pour la femme ou lorsque cette progéniture présente des malformations qui ne causeraient que malheur et souffrance. Chers opposants, nul ne peut nier le fait que l'embryon est un être biologique en cours de formation, mais je refute l'argument commun qui est de dire que l'avortement est inhumain ou immoral, car à ce stade, le bébé est physiquement très peu développé et surtout n'a aucune conscience d'exister. Je confirme qu'ôter la vie à un être vivant qui ne possède pas de conscience d'exister ou même un quelconque instinct de survie n'est pas immoral, surtout dans les cas cités. Merci. Lorsqu'on parle de l'avortement, eh bien, il ne s'agit pas de notre liberté, mais aussi celle d'un être fragile et impuissant. Nous allons mettre fin à ces jours et nous allons commettre un crime impardonnable. Alors, c'est un sujet qui n'a aucune relation avec notre débat et notre liberté. Passons à autre chose. Mes chers camarades, étant des êtres humains, nous avons des valeurs sociales et morales qui ne peuvent être estimées. Supposons que nous accordons le droit à l'homme de disposer librement de son corps. Que va-t-il advenir à cet homme ? Eh bien, nous commençons déjà à voir des effets néfastes de certaines libertés des sociétés, plutôt dans les sociétés qui ont permis cela. Pour eux, la banque du sperme, la pornographie, la prostitution sont devenus un quotidien admis auquel les citoyens se sont habitués. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de rendre des nations pleines de répression sexuelle, faibles de personnalité et qui ne respectent aucun principe. Et cela ne sera qu'un résultat d'une liberté non réglementée. Prenons l'exemple de la vente d'organes. En légalisant cela, tout le monde va s'enrichir en vendant ses organes. Nous allons nous retrouver avec un monde riche, mais faible, malade et handicapé. La personne qui vendra ses organes sera condamnée à souffrir le temps d'une vie entière. Et même économiquement parlant, la personne qui ne serait plus productive et ne fera que consommer. Et là, ça deviendra un fardeau pour l'État et une perte humaine. Et c'est le cas de l'Iran et du Pakistan. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en donnant le droit à l'homme de disposer librement de son corps, cela ne sera qu'à l'origine de l'ouverture de plusieurs marchés qui ne permettront qu'à la marchandisation, si vous voulez dire ce mot, du corps humain. Merci. Pour revenir à ce qui a été cité précédemment, mes chers camarades, la religion, l'islam n'était qu'un exemple. Et nous n'associons pas la perfection à l'être humain, loin de là. Puis passons. La libre utilisation du corps, mes chers camarades, s'ouvre sur d'autres réalités. On peut en évoquer le droit le plus intime, la sexualité. Une personne peut faire le choix d'user librement et gratuitement de son corps à des fins sexuelles, ce qu'aucune loi en Occident, bien sûr, ne condamne. Par contre, lorsqu'on loue son corps à des fins mercantiles, ce que l'on qualifie de prostitution, quelques pays
Quelques pays s'indignent et s'opposent à ces pratiques. Cela paraît injuste que d'admettre l'acte sexuel gratuit et de punir celui contre l'argent. À notre humble avis, lorsqu'une personne se prostitue, dans la majorité écrasante des cas, c'est par besoin, ce qui lui donne tout le droit de disposer librement de son corps. C'est une raison plus qu'acceptable. Si on devrait se poser des questions, c'est plutôt concernant l'acte qui s'effectue par perversion, obsession et autres. Bien que nous soyons pour le droit à ces personnes de disposer librement de leur corps, mais marquez ce contraste. Ceci dit, rappelons que de plus en plus de pays reconnaissent ce droit aux femmes et réglementent la prostitution. Il est vrai que ces droits ont été acquis par la lutte et l'appui de nombreuses associations. D'ailleurs, n'est-il pas mieux d'encadrer le plus vieux métier du monde et ainsi épargner à toutes les populations les risques de maladies vénériennes que d'opter pour la politique de l'autruche et prétendre que cela n'existe pas? Chère audience, le monde évolue, les mentalités évoluent. Et nous devons avoir le courage d'affronter les nécessités de l'époque, au lieu de se barricader derrière la religion, qu'on interprète souvent sans jurisprudence, ou les traditions et les coutumes qui voilent l'hypocrisie sociale. Certes, on peut contester le fait que le corps devient un outil de travail, mais ne l'est-il pas pour d'autres métiers que la société accepte? Les mannequins s'imposent un régime sévère à des fins mercantiles afin de coller à un certain canon de beauté. Elles peuvent mettre leur santé en jeu lorsque des régimes draconiens leur sont imposés. Et que dire des acteurs qui exhibent leur corps dans les cinémas et les publicités? Dans ce cas, la libre disposition de corps ne pose pas problème, car la société considère que ses principes moraux ne sont pas mis en jeu. Puis-je remodeler mon corps par un chirurgien esthétique? Rien ni personne ne me l'interdit. Des cabinets en pignon sur rue. La même chose pour les salles de musculation. Merci. Alors, au début de votre intervention, vous étiez justement en train de critiquer les choix adoptés dans un pays quelconque par rapport à certaines décisions concernant des sujets tabous. Mais il ne s'agit pas réellement de cela. Nous ne sommes pas en train de faire l'éloge de ce qui se passe ou des décisions prises dans un pays donné ou adoptées dans une société donnée, mais nous parlons de ce qui devrait être. Et la plus grande preuve de l'universalité de ce sujet, c'est que lorsque nous utilisons la formulation avec le mot « homme », et nous ne parlons pas, nous ne spécifions pas, et nous n'avons jamais assuré le contraire durant aucune de nos interventions. Et concernant la question de l'évolution que vous avez abordée, eh bien, je pense notamment à la définition que Tariq Ramadan avait donnée à la modernité lors d'une conférence. De toutes les manières, il a défini ça comme étant la capacité de vivre avec son temps et en conservant l'essentiel. Si cette modernité, cette évolution aurait pour conséquence la perte de certaines de nos valeurs immuables, eh bien, il va falloir remettre en question cette évolution. Mais des mille formes qui valorisent vraiment de manière spectaculaire la créativité de l'homme quand il s'agit de s'opérer dans l'immoralité, eh bien, il n'en existe que trop qui sont liés au sujet de notre débat aujourd'hui. J'en ai choisi deux qui, à mon sens, illustrent vraiment de manière particulière le danger de la liberté excessive lorsqu'elle est accordée aux hommes. Ces deux exemples doivent effrayer car après cela, il est très difficile d'aborder la question des limites pour l'humanité sans être embarrassé, sans tourner au ridicule. 1963, c'est la date de la première opération de clonage animal effectuée sur une carpe. En 1996, c'était le tour d'un modèle beaucoup plus populaire, celui de la brebis Dolly. Mais de toutes les manières, suite à la réussite de ce clonage animal, justement, on s'est posé une question qui pourrait paraître, du point de vue de mes opposants, parfaitement légitime, à savoir pourquoi ne ferions-nous pas la même chose avec l'homme? Alors, selon vous, je devrais également disposer de l'entière liberté d'aller faire la procédure nécessaire en vue de cloner quelques organes, chose qui me permettrait d'augmenter considérablement mon espérance de vie. Et ainsi,
en plus de cela, j'aurais usé de mon droit de disposer librement de mon corps, non pas pour une superfluité quelconque qui serait inscrite dans le cadre de l'esthétique du corps, mais vraiment pour ce qui pourrait être perçu comme étant une nécessité, c'est-à-dire la vie. Mais est-ce pour autant justifiable? C'est la question que je vous pose. S'il existe bien un sujet que nous avons décidé de honnir de toute la force de notre bonté et de couvrir de honte avec les vestiges de nos valeurs universelles, objectives, c'est bien celui du clonage. Et même s'il existe quelques individus qui défendent la liberté absolue de l'homme de disposer de son corps, eh bien la majorité continuera à dire non à cette fatalité. La majorité continuera à s'indigner face à une potentielle acceptation du clonage dans nos sociétés. Le deuxième exemple que je voulais aborder, c'est l'euthanasie, ou ce qu'on appelle, figurez-vous, le suicide assisté. Avons-nous déjà eu vent de pareille confusion des sens, pareille confusion des concepts? Nous faisons du suicide une procédure légale, nous faisons du suicide une voie vers la dignité. Que d'oxymores il nous reste encore à découvrir de ce monde. Nous ne pouvons pas accorder à l'homme la liberté de disposer de son corps au risque de le voir se dégrader humainement. Nous ne voulons pas d'une liberté pour laquelle nous devrons faire des concessions aussi onéreuses. Merci. Mes chers camarades, vous êtes en train de discuter de la science. Si le clonage va sauver des vies, pourquoi pas s'y opposer? N'est-il pas humain de sauver des vies? Eh bien oui. Laissons maintenant la religion et la société de côté et parlons un peu de l'homme, de son corps et de sa dignité. C'est souvent face à des situations exceptionnelles et dramatiques que la question de la propriété du corps humain ou le droit à l'euthanasie ou le suicide assumé se pose. Puis-je disposer librement de mon corps? Puis-je maîtriser ma vie tout seul? Bien sûr. Disons que je suis atteinte d'une maladie très grave, que je souffre le martyre, que je suis devenue un fardeau pour la société, pour mon entourage et pour moi-même. La vie n'aura donc aucun sens. Et la seule délivrance pour moi, pour mon corps de ce mal et de cette souffrance devient justifiée. Mais me voilà en train d'attendre, d'agoniser doucement, parce que selon vous, mon corps ne m'appartient pas. Il appartient à la société qui s'arrange pour afficher une soi-disant morale bâtie sur la souffrance de l'individu. N'est-ce pas inhumain? Autre exemple, une personne qui, cette fois-ci, souffre moralement, qui déteste la vie. Et oui, comme tous ceux qui aiment leur vie, d'autres n'ont pas demandé à être nés. Leur tentative n'est pas un appel à l'aide comme l'expliqueraient certains, mais un désir et une décision personnelle. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont contre cette conception avec leurs idées d'éthique. Libérez-vous un peu de vos doctrines religieuses et sociales. Mettez-vous dans la peau des autres. Parce que quand on peut éviter une maladie, on le fait tous, sans exception. Et quand on veut arrêter la souffrance et un mal, on le fait. Parce que c'est notre corps, c'est mon corps, c'est le vôtre. Et personne ne le partage avec nous. Vous en êtes libre de faire ce que vous voulez. Merci. Vous avez parlé du côté religieux, alors à moi de le faire, il faut dire que c'était inévitable. En tant que musulman, il n'est pas rare de se poser les questions suivantes. L'homme est-il propriétaire de son corps? L'homme a-t-il la liberté d'en faire ce qu'il veut? Ou alors Allah attend-il de nous que nous sachions que ce corps est un prêt de courte durée qui nous est donné, qui nous est fait dans le cadre de l'insigne privilège qui nous est donné sur terre en tant qu'être élu? Et que ce corps est en fait la propriété du Seigneur, qui l'a créé et qui l'a façonné. Que ce corps est en définitive une amana, un dépôt en confiance chez l'homme, uniquement pendant la durée de sa vie sur terre. Si l'homme a cette liberté toute relative et ce choix bien limité dans la vie, son corps, lui, est asservi à l'obéissance à Allah, dans toutes ses composantes et quant à la plupart des faits et gestes qui émanent de lui. Je dirais bien plus. Ce corps est entièrement asservi à l'obéissance à Allah, dans tout ce qui touche à ses fonctions essentielles. D'ailleurs, toutes les religions monothéistes interdisent le fait de disposer librement de son corps.
En ce qui concerne l'islam, j'ai choisi de vous faire part des versets suivants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم سورة البقرة الآية 195 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الآيات 6 7 8 9 10 من سورة الشمس. Quant à la Bible, elle nous informe que le message est le même. L'apôtre Saint Paul dit dans Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous n'appartenez point à vous-même? Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Merci. Comme ma camarade l'a déjà signalé, l'islam est un choix et chaque être est responsable de ses choix. Et nous discutons de l'homme et non pas de la religion. Passons. Chers partisans du contre, que faudrait-il faire pour vous convaincre que l'homme est libre de disposer de son corps? Bon lui semble. Laissez-moi vous éclaircir cela en prenant l'exemple de l'aspect vestimentaire, qui est une préoccupation que toute personne affronte de nos jours. Il faut avouer que chaque personne vivant dans le monde actuel, dirais-je, notre monde, notre génération s'inquiète pour son aspect vestimentaire, s'il est correct, s'il n'est pas choquant, s'il est adaptable à la société, et donc toutes sortes de questions, parfois débiles, n'ont toujours pas de réponse. Mais attendez une seconde, est-ce que l'homme n'a jamais pensé que son corps lui appartenait et qu'il avait la liberté de s'afficher comme il le souhaitait? Et encore, est-ce que la société a le droit de soumettre son peuple à une façon de se vêtir? Moi, je suis un humain, j'ai un corps qui m'appartient. Si je m'habille d'une kippa, c'est que moi je l'ai choisi par conviction. Si ma mère porte un voile, dans ce cas-là, elle l'a aussi choisi par conviction. C'est pour cela que chaque humain a le droit de se vêtir par conviction et non pas par obligation. C'est vraiment dommage que les gens, jusqu'à présent, n'arrivent pas à différencier entre l'obligation et la conviction. Il faudrait vérifier un dictionnaire quand même. L'obligation, on est soumis à des contraintes qu'on ne peut pas échapper. Par contre, la conviction repose sur des choix propres et libres. Je donne un simple exemple. Ici, au Maroc, on est tous nés musulmans, mais on n'oblige pas les femmes à porter un foulard, un voile et une djellaba, question d'appliquer la religion. Certes, le voile est, paraît-il, obligatoire, mais n'empêche, il doit être porté dans un cadre de conviction venant de soi et l'assumé autant que responsabilité. Parlant du voile, je n'ai jamais compris jusqu'à présent la démocratie de plusieurs pays qui veulent montrer une image de laïcité, mais qui appliquent des lois inacceptables dans leur pays. À ce propos, l'exemple le plus frappant est celui de la France, étant un pays laïque qui soi-disant, tolère toutes les religions, alors que récemment, des femmes voilées ont été bannies dans des lieux publics à cause du voile. N'est-ce pas aberrant vis-à-vis de leur prétendue devise? Merci. Donc, très chers opposants, puisque vous avez parlé du voile, je voulais juste vous rappeler que lorsqu'on est dans un territoire donné, il faut se conformer aux règles dans ce territoire-là. Et pour ce qui est du fait que quelques pays interdisent le port du voile, c'est pour des raisons sécuritaires. Ça, c'est d'un côté. Et puisque vous avez parlé des habits du côté vestimentaire, eh bien, moi aussi, je vais vous demander d'imaginer avec moi un petit scénario. Celui où je ne serai plus une fille bien éduquée, gentille, mettant son uniforme scolaire en débattant devant vous ce soir, mais plutôt d'une fille habillée d'une façon bizarre, ayant une chevelure incongrue, un tatouage avec des mots mal placés, voire même grossiers. Vous, chère audience, allez être indignés et révoltés, parce que je ne vais pas seulement porter atteinte à vos principes et à vos valeurs, mais je vais aussi enfreindre les codes moraux qui régissent nos vies. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de le faire, parce que non seulement je vais vous manquer de respect, mais je vais aussi mettre de côté toutes mes valeurs et tous
mes principes et je n'ai pas l'intention de le faire parce que je suis convaincue qu'en restreignant cette liberté, je pourrais sauvegarder mes bonnes manières, je pourrais sauvegarder ma pudeur, je pourrais sauvegarder ma dignité et je pourrais à la fois respecter et être respectée. Et d'ailleurs, chaque fois que je pense au mot respect, je pense à notre établissement et surtout à monsieur le directeur qui nous a toujours inculqué cette valeur et qui, par exemple, en mettant en place un code vestimentaire strict ou en rendant le port de l'uniforme obligatoire cette année, nous démontre à quel point le rétrécissement de nos libertés peut nous être bénéfique. Et ce, dans le cadre où ça va nous permettre d'être plus responsables et surtout d'être des élèves dignes de ce nom. Et aussi, en tant que futurs économistes, nous avons essayé d'analyser le sujet en se basant sur nos préacquis en matière d'économie et voilà ce qu'on a déduit. Si on permet à l'homme de disposer de son corps, librement de son corps, on va lui donner le droit de nuire à ce corps, ce qui va entraîner un rétrécissement, une diminution de la population active et donc un rétrécissement du taux d'activité, ce qui entraînera une diminution du PIB, du PNB, ce qui nous mènera droit vers une récession économique. Donc, pour résumer et pour conclure ce débat, je tiens à vous rappeler, honorable assistance, qu'en accordant aux hommes cette liberté, on ne va pas seulement nuire à nos économies, mais on va aussi nuire à nos santé, à nos sociétés. On va mettre de côté, détruire, marginaliser toutes les valeurs, tous les principes et tous les codes moraux qui régissent nos vies et sur lesquels l'humanité tout entière s'est acharnée pendant des milliers et des milliers d'années pour qu'elle puisse les parfaire. Une humanité menacée, une humanité qui est mise en danger et une humanité qui ne doit pas se permettre de telles libertés. Nous devons donc toutes et tous les limiter afin de sauvegarder notre espèce, afin de sauvegarder notre dignité et surtout, nous devons refuser de vivre dans l'anarchie sans loi ni foi. Merci. Chers camarades, mettre l'uniforme est votre choix, sauvegarder votre dignité est votre choix aussi. Ne l'imposez pas sur les autres. Chers camarades, ces 20 minutes sont passées en un claquement de doigts. Et si le temps ne nous pressait pas, on pourrait discuter de ce sujet pendant une éternité. Dois-je avoir le droit de disposer librement de mon corps? Je ne cesserai de le répéter, oui, parce qu'il m'appartient. Que serait la liberté de s'exprimer, d'aimer, de circuler sans celle de disposer de notre corps? Nous avons beaucoup de lois relatives à ce que nous ne pouvons pas faire de notre corps. Interdiction d'avortement, d'euthanasie, de suicide et j'en passe. Mais, d'autre part, pensez aux droits qui peuvent être défendus par cette phrase. C'est mon corps et j'en ferai ce que je veux. Pourquoi le disons-nous? La réponse semble péniblement évidente. Parce que nous sommes les seuls qui savent ce qui convient à notre corps. Parce que c'est malheureusement la seule chose que nous pouvons encore contrôler dans ce monde de manipulation, d'endoctrinement et d'asservissement. Arrêtez de vous valer la face, chers camarades. Ne seriez-vous pas les plus heureux du monde quand quelqu'un de votre famille est malade et qu'un parfait inconnu se propose pour lui donner un organe et lui sauver la vie? Ne seriez-vous pas plus à l'aise et plus confiant quand vous vous faites refaire ce nez qui vous a tant complexé? Ne feriez-vous pas le choix d'arrêter ces machines qui vous tiennent en vie alors que vous êtes déjà des cadavres? Mes camarades, nous respectons vos avis, mais nous adhérons aux positions qui partagent des valeurs humanitaires et qui respectent la liberté personnelle de l'individu. Des valeurs qui soutiennent la liberté d'expression, de propriété et qui sont des droits universels, comme l'a souligné ma camarade. Merci.
Bonsoir. Voilà un quart de finale digne de ce nom. Merci. Tout d'abord, je n'ai pas imposé l'uniforme. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, mais je sais, mais je suis d'accord avec vous. Juste pour la petite histoire, je tiens à préciser que ça a été voté par les élèves. Pas par vous. Quoi donc? Tu t'indignes? J'entends absolument rien. Alors, sujet certes polémique, pas évident. Débat éternel depuis la nuit des temps, et il le restera. Et vous l'avez si bien souligné tous les deux, les deux équipes, lorsqu'ils ont mis en perspective les différentes libertés des uns et des autres dans les différentes sociétés. Parce qu'effectivement, ce peut-être à quoi, ou ce sur quoi on n'a peut-être pas insisté aujourd'hui lors de ce débat, c'est cette notion de liberté qui n'est jamais absolue. Quand on parle de la disposition libre de son corps, moi j'aurais aimé voir un petit peu plus de relativisme dans les propos des uns et des autres, pour justement signifier que la liberté, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est toujours relative et n'est jamais absolue. D'accord ? Ce qui nous ramène effectivement à cette notion de respect des règles et des libertés qui sont celles des uns et des autres, sans pour autant porter des préjugés. Ça aussi, ça a été signalé, hein, ça a été un petit peu dit à un certain moment. Bien évidemment, certaines sociétés ont des libertés que d'autres sociétés n'ont pas, et ce n'est pas pour autant que nous allons avoir le droit de les classifier et de dire cette société est meilleure que l'autre. D'accord ? Donc, le sujet est effectivement polémique. Et ce que, à mon avis, on peut retirer du sujet d'aujourd'hui, c'est que on devrait pouvoir en discuter librement. Vous savez, lorsque le sujet a été proposé, nous avons reçu sur le compte, et lorsqu'il a été publié sur le compte Facebook de l'école, il y a quelqu'un qui a un compte qui dit « Parents d'élèves El Araki » et qui s'est indigné du sujet. Et son commentaire était carrément blessant vis-à-vis de l'école par rapport au fait que c'était un sujet, selon lui, qu'il ne fallait pas du tout débattre. Et ce commentaire, on l'a laissé sur la page Facebook et on a répondu et on l'a invité. J'espère qu'il est là parce qu'on l'a invité à assister au débat. Je ne sais pas de qui il s'agit, je ne veux pas savoir. Mais j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, qu'il soit là parmi nous ou qu'il ait vu le débat en direct, je tiens à ce qu'il sache que dans cette école, on va continuer à débattre librement parce que c'est ce que nous savons faire.